Vous regardez le Single Note, le format court de la confrérie du Rhum. Aujourd'hui, je suis accompagné de Laurent. Mon cher Laurent, comment vas-tu ? Très très bien, mon verre est plein. La petite rime pour bien commencer. Ça ne peut pas aller mieux. Alors Laurent, que vous connaissez certainement mieux, je pense, sous son pseudonyme L'Homme à la Poussette. Ça dépend des milieux. Ça dépend des... Il y a certains milieux où ça passe moins peut-être. Donc Laurent, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, celles et ceux, pardon, qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux un peu nous expliquer qui tu es et ce que tu fais ? Ouais. Laurent Cuvier, L'Homme à la Poussette, comme tu l'as très bien dit. J'ai un blog, j'ai commencé par ça et ça fait 7 ans. J'ai fêté les 7 ans du blog il y a très peu de temps là. Et puis de fil en aiguille, après le blog, cette passion m'a fait rencontrer des gens, participer à des événements, de nombreux Rumfest à Paris par exemple, puis des visites de distilleries, que ce soit dans les Antilles, en Asie, aux États-Unis, participation au podcast, le Singlecast, bien entendu, évidemment, quelques articles Rum Porter, enfin tout ça. Donc je vis et j'exprime ma passion du rhum à travers plein de canaux, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur des sites spécialisés, vocalement sur le podcast, etc. quoi. Voilà. Et également juge à l'occasion de certains concours. Absolument. Tu sais mieux que moi, t'as bien bossé ma biographie. La haute autorité, oui, ça m'a demandé un peu de recherche. Hein. Je comprends, il y en a des pages et des pages. Ouais, au ISSA, donc les International Sugar Cane Spirit Awards. Donc il y avait eu la première édition l'année dernière. On espère que, ça devrait se reproduire cette année puisque ça a rencontré un franc succès. Et puis à l'époque où il y avait les Rumfest Awards également, juge à cet endroit-là. C'est un exercice que j'aime beaucoup. C'est toujours un peu dur. J'aime bien déguster les choses à l'aveugle, mais c'est toujours un peu dur quand à la fin on ne sait pas forcément ce qu'on a dégusté. Mais malgré tout, ça fait quand même travailler la mémoire un peu sensorielle, etc. Ça fait se creuser le méninge, puis ça fait échanger parce que même si on doit rester à peu près silencieux, on se marre un peu quand même, quoi. Ouais. Alors aujourd'hui, tu nous as ramené un rhum, lequel ? Alors aujourd'hui, je vous ai ramené un rhum un peu particulier, qui est une sortie récente, qui se trouve encore si on cherche un peu, mais il n'y en avait pas énormément d'exemplaires, alors du coup, c'est quand même pas mal parti. C'est cette petite chose-là. Donc c'est la Dame Jeanne numéro 5, si je dis pas de bêtises, c'est ça, par Ferroni. Donc les Dames Jeanne de Ferroni, c'est des rhums blancs. Qui ont tous ce point commun, que ce soit du pur jus de la mélasse, de reposer quelque temps en Dame Jeanne ouverte pour l'aérer un peu. Il se trouve que celui-ci, donc le numéro 5, puisqu'il y a une nouvelle série qui est sortie avec 7 ou 8 différentes Dame Jeanne, celui-là nous vient de Thaïlande, puisqu'il a été distillé une première fois par David chez Isan, et il a été ensuite redistillé par Guillaume Ferroni du côté d'Aubagne, en Provence. L'idée, c'était que à Isan, en Thaïlande, la réglementation veut que tu peux pas vendre ou exporter un rhum qui a plus de 40 degrés. Et donc, avec Guillaume, ils ont eu cette idée de redistiller le rhum pour lui amener un peu plus de puissance et peut-être un peu plus des éléments un peu nouveaux. Alors, est-ce que ça va être de la fraîcheur, un peu de complexité, un peu de vivacité, etc. Donc voilà, moi j'ai choisi ce rhum-là parce que j'ai goûté très récemment et je suis attaché un peu à Isan, où j'ai passé quelques jours d'ailleurs sur place à la distillerie. D'accord, ok. Ouais, et c'était vraiment une expérience incroyable, et je pense que c'est mon expérience la plus forte dans le monde du rhum. Et même qu'on peut élargir, c'est pas mon expérience la plus forte dans ma vie en général, mais ça reste vraiment un moment extrêmement fort, où ces 3 jours passés là-bas, où j'étais vraiment intégré au sein de l'équipe, et j'ai vécu avec eux, et il y avait un festival religieux, un soir, je les ai accompagnés, on a bu de la tchang, on a mangé des calamars grillés, non, c'était vraiment super. Je pourrais vous faire 1 heure là-dessus, mais je pense que ça va
compliqué. Je vous invite à lire ça sur mon blog, j'en avais parlé évidemment. Donc voilà, Ihsan, David, hyper sympa, qui m'avait vraiment bien accueilli. Et puis Ferroni, j'aime beaucoup cette association parce que Ferroni, c'est vraiment, pour moi, là, chez les embouteilleurs français, quelqu'un qui fait preuve de beaucoup d'audace, qui fait preuve de beaucoup de recherche, d'expérimentation aussi, hein, parfois un peu déglingué, mais vraiment il a des produits qui sortent de l'ordinaire. Il arrive quand certains autres, français ou pas, embouteillent des choses qui vont se ressembler un petit peu. Oui. Lui, il va souvent avoir un travail, alors beaucoup sur les vieillissements, parfois avec des redistillations comme ici, avec des fûts particuliers. Parfois des origines particulières aussi. Ouais. Des origines particulières, quand on voit justement la dernière série des Dames Jeanne, où il a sorti 7 ou 8 blancs, donc, dont 2 mélasses et le reste en pur jus. Et quand on déguste les purs jus, moi ce que j'avais fait, il m'en manque juste un, mais quand j'ai dégusté les purs jus d'affilée, c'était vraiment hyper intéressant de se confronter à tous ces profils de purs jus. Que ce soit voilà, la Thaïlande, la Guadeloupe, l'île Maurice, la Guyane française, etc. Donc vraiment un très très bel exercice. Et donc Guillaume Ferroni et son équipe qui sont pour moi en ce moment vraiment à nous sortir des trucs hyper intéressants, hyper curieux, quoi. Ouais, c'est vrai que Guillaume, à ce niveau-là, il a toujours cette tendance à aller. C'est quelqu'un de très curieux, je pense, et de très inventif, qui n'hésite pas à aller retravailler un produit et pour expérimenter beaucoup de choses. Je sais que là, récemment, il y avait encore comme tu disais, des vieillissements très particuliers dans des fûts où on se demande où est-ce qu'il a été chercher ça. Ouais. Enfin voilà, il y a des trucs vraiment vraiment intéressants. Et c'est une audace que je salue personnellement également, parce que c'est pas l'embouteilleur qui va juste acheter un produit aux Pays-Bas et l'embouteiller. Non, il y a un travail secondaire derrière, quasi à chaque fois, j'ai envie de dire. Hein. Je veux dire, c'est rare et ça fonctionne. C'est ça parce que alors il y a peut-être des tests après. On connaît pas ce qui se passe derrière le rideau, mais ça se trouve il y a des tests qu'on foiré, ça va pas marcher, mais en tout cas. Avec encore un exemple très récent, lui aussi, il avait fait une cuvée pour un groupe Facebook qui était un grand arôme du Galion vieilli. Vieilli d'abord dans des petits fûts de cognac de 56 litres, si je dis pas de bêtises, pendant 3 ans, et après avec un double vieillissement ou un finish dans des fûts de Tornaviarem, qui étaient ces fûts que lui-même avait fait, qui avait fait la traversée de l'Atlantique sur pas de Tresson-Bresse, mais un des autres bateaux, dans lequel il y avait déjà du grand arôme, mais aussi du Belize. Bref, ça donne un truc absolument... Ouais, donc voilà, ça part un peu dans tous les sens, mais ça reste toujours très passionnant, justement, le fait d'aller rechercher... C'est ça. Ouais. Toujours masqué. Moi, vraiment, j'y repensais et je me suis dit, grosse originalité, gros caractère, souvent, sur ces rhums. Et il y a un truc que ça pourrait être au détriment, tout ça, de la gourmandise, mais ça l'est très, très rarement. Donc réussir à avoir ces éléments-là en même temps, je salue le travail effectué. Alors, merci. Moi, pour ce coup, n'étant pas spécialiste des rhums asiatiques de manière générale, j'ai fait quelques recherches sur ce qui était à ma portée, et je me suis souvenu d'un rhum. Alors pour le coup, comme tu as choisi un rhum blanc, j'ai fait en sorte de trouver un rhum blanc, et je me suis souvenu d'un rhum blanc qui m'avait marqué, et c'est celui-là que j'ai décidé de déguster avec toi ce soir. C'est le Nine Leaves Crystal Clear. Donc le blanc de chez Nine Leaves, la version 2018, parce qu'il y a eu plusieurs versions au fur et à mesure des années, de 2015 je crois jusqu'à 2018. Et donc c'est celui-là que je vais goûter à 50 degrés. Donc Nine Leaves, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est une distillerie au Japon, tout simplement, à Kyoto. Je sais pas, t'as eu l'occasion d'y aller par hasard? Non. Bon. Pas encore allé au Japon. Peut-être quand j'irai, ce sera l'occasion. D'accord. Et donc la particularité, c'est que Yoshiharu, le propriétaire, déjà c'est une distillerie qui fonctionne avec un seul homme. Il fait tout seul de A à Z. C'est l'homme orchestre. C'est clairement l'homme orchestre à tous les niveaux. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, la distillerie a été en arrêt parce que lui-même n'était pas apte à travailler. Et du coup, comme il ne travaillait pas, la distillerie ne tournait pas. C'est aussi simple que ça. Donc, il fait vraiment tout, du début jusqu'à la fin, jusqu'à l'embouteillage, les étiquettes, il fait tout.
Et l'histoire du sucre étant un peu différente au Japon, son rhum n'est pas fait à partir de pur jus ni à partir de mélasse, mais il y a un procédé inverse dans le sens où il va prendre des pains de sucre, donc déjà formés, et dans lesquels il va rajouter de l'eau pour les rendre liquides à nouveau. Il va en faire une sorte de sirop, et c'est ce sirop-là qui va les fermenter par après et distiller. Voilà. Ouais. Et c'est juste impressionnant. Et les profils qui sortent de ces rhums sont vraiment, vraiment impressionnants. Et lui aussi, d'ailleurs, fait beaucoup d'expériences avec des fûts particuliers. Alors, il avait commencé avec des fûts de Cabernet Sauvignon. Après, il est venu sur des trucs un peu plus traditionnels. Fût de cognac, fût de bourbon. Alors, le fût de Cabernet, c'est une référence qui fonctionne, apparemment. Je n'en suis pas fan, très honnêtement. Je n'en suis vraiment pas fan. Mais je sais qu'ici, en Allemagne, par exemple, ça fonctionne très, très bien. Ok. Voilà. Je t'avoue que je l'avais goûté, et c'est vrai que tu faisais bien de souligner qu'il y a plusieurs vraiment. Alors sur les blancs, on peut pas appeler ça des millésimes, mais en tout cas les récoltes, quoi, les batchs. Voilà. Et ça, il y a vraiment une évolution. C'est-à-dire que moi, je l'avais goûté la première fois, peut-être en 2015 ou en 2016, je sais pas, quand ça avait été présenté chez Salon du Gars la première fois, là, Club Expert. Et puis j'y ai goûté il y a pas si longtemps. Alors c'était un des vieillis. Je crois que je sais plus si c'était le chêne français ou le chêne américain, et il y avait une vraie évolution du profil, quoi. Donc si ça se trouve, celui au Cabernet Sauvignon, le Almost Spring, je crois que c'était ça. Almost Spring, c'est ça. Qui était franchement dégueulasse la première fois que je l'ai goûté, hein, soyons clairs. Si ça se trouve, ça s'est bien amélioré, c'est possible aussi. Alors je l'ai goûté au fur et à mesure. Je n'aime toujours pas. D'accord. Tu vas pas noter une évolution sensible. Pas sur cette référence. Okay. Mais à mon avis, c'est plus une histoire de fût que de rhum, en fait. C'est-à-dire que les fûts de vin, c'est toujours très compliqué à cause du soufre, etc. Donc voilà, si c'est pas maîtrisé, ça peut très vite déraper. Après, par contre, il y avait un embouteillage qui est sorti juste pour l'Allemagne, où il avait fait un vieillissement de 3 ou 4 ans en fût d'Armagnac. Ouais. Et c'est sorti en bout de fût, et c'était juste énorme. Mais je crois que c'est la référence de toute sa gamme que j'ai le plus appréciée, et que j'ai juste trouvé sublime, quoi, pour le coup. Donc voilà. Et je sais que maintenant il travaille encore sur d'autres choses, avec d'autres types de fûts. Il a été trouvé des fûts de Tokai, il a été trouvé ce qu'il appelle des fûts russes. C'est du chêne en provenance de Russie. Les fûts également sont en provenance de Russie. On n'a pas encore réussi à percer le mystère de ce que ça a pu contenir. C'est ça. On penche également sur du vin, puisqu'on produit du vin en Russie. Mais on n'en est pas sûr. Donc, enfin voilà, on va essayer de percer le mystère d'ici là. Mais donc voilà, il a, lors de sa dernière visite en Europe, il a fait un peu le tour de l'Europe et il a essayé de récupérer des fûts un peu partout où il pouvait. Parce que lui aussi, c'est quelqu'un de très créatif et qui est vraiment dans l'expérience en permanence. On espère que ce sera pas des premiers fûts de vodka vieillis, tu vois. Un truc comme ça serait pas. Peut-être, nous ne savons pas. Moi, il nous a dit fût russe. Voilà. Voilà. En tout cas, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il expérimente beaucoup, lui aussi. Et c'est vrai qu'il y avait eu le Encrypted, Reverse Encrypted, numéro 1, numéro 2, etc. Et moi, je pense que un assemblage de plusieurs vieillissements dans des fûts différents. Absolument. Il y en avait 4, dont un qui était pas dit, et c'est pour ça qu'il l'avait appelé comme ça. Et moi, c'était justement mon préféré de ce que j'ai pu goûter qui sortait de chez lui, c'était justement celui qui était sorti pour les 70 ans Vélier, qui était atypique, qui sortait un peu d'ailleurs de sa trame habituelle, alors que c'était quand même relativement jeune, mais il y avait vraiment un truc hyper charmeur. Alors beaucoup de gens disaient un peu sur le beurre de cacahuète, la cacahuète, c'est pas idiot. Il faudrait que j'ouvre ma bouteille un de ces jours, elle est quelque part. Très bien. Alors je propose qu'on passe à la dégustation quand même, parce que c'est pour ça qu'on est là. Ah oui, c'est vrai. Entre autres. Et là, alors en ce qui concerne le Nine Leaves, il a vraiment cette patte qu'on retrouve pour le coup dans tous ses produits. Il a vraiment un ton particulier, son rhum, de manière générale, qu'il soit blanc ou vieilli, ou d'enjeu, on peut dire, c'est du Nine Leaves. Ouais. C'est vraiment reconnaissable entre mille, avec un côté très très végétal, pour le coup, en parlant du blanc, hein, très 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 végétal. Moi, j'avais un souvenir, tu vas me dire, ça fait longtemps que je ne l'ai pas redégusté, le blanc, j'avais un souvenir très poire.
Je sais pas si tu retrouves ça ou peut-être justement si ça a changé avec les versions ultérieures. Mais moi, j'ai un souvenir très poire du Nine Leaf blanc. Alors, j'ai du fruit, clairement. J'aurais plus dit pomme que poire, mais pourquoi pas. C'est très très expressif et par contre tu sens déjà au nez les 50 degrés qui sont là. Je veux dire, c'est pas quelque chose d'extrêmement fondu. Dès le départ, ça te dit voilà, je suis là. Ça c'est sur les vieux, c'est un peu pareil, si je me rappelle bien. Ouais, ça reste assez puissant de manière générale. De mon côté, tout de suite, ça m'a fait réagir quand tu as dit que tu retrouvais la signature ou la patte Nine Leaves, parce que je trouve que moi, sur celui-là, il a eu beau être redistillé et faire 17 degrés de plus que la version originale Isan, qui est aussi rien. On retrouve quand même cette particularité que moi, alors, Isan, pour moi, c'est un peu particulier parce que, c'est un pur jus de canne et qui est distillé sur un petit alambic à la flamme, au gaz. Et on voit de plus en plus justement ce genre de rhum, donc des purs jus de canne distillés sur alambic plutôt que sur colonne, donc en pot de style, on va dire. Et je trouve qu'ils sont, moi en principe, sans doute qu'il y a quelqu'un qui me fera mentir, mais en principe, quand j'en déguste un qui a cette origine-là et ce mode de distillation-là, je reconnais que c'est un pur jus sur alambic. Et que ce soit du Vietnam, que ce soit de Martinique, il y a un certain nombre de choses, y compris souvent un petit côté métallique qui va ressortir, qui peut parfois se muer en côté un peu plus marin. Mais il y a cette note un peu particulière. Et je trouve que le Isan est un des rares à pour ainsi dire ne pas l'avoir. Et c'est pas forcément une note que j'apprécie. Alors si elle est vraiment un tout petit peu, ça va, c'est pas un problème. Mais pour moi, Isan ne l'a pas. Et je me suis demandé de quoi pouvait venir cette particularité par rapport aux autres. Et en fait, alors il pèle ses cannes. Et donc pour moi, Isan, c'est le seul qui n'a pas cette note métallique. Et je pense que ça vient du fait qu'il pèle les cannes avant de les presser. Et pour l'avoir vu de visu, c'est vrai que il a toute une équipe et c'est pour ça d'ailleurs c'est la majeure partie de son équipe, c'est ces femmes, parce que c'est des femmes qui font ça, qui vont peler les cannes avant qu'elles soient pressées sur une toute petite presse où les cannes sont mises une par une ou deux par deux maximum, et du coup qui doit enlever un composant qui après à la distillation ne va pas faire ressortir cette note un peu métallique. Sinon je vois pas forcément ce que c'est. Donc intéressant. Et juste un petit mot là-dessus, justement, c'est le fait qu'il ait cette équipe pour faire ça fait que ça augmente vachement la taille de sa main d'œuvre, ce qui a un impact vraiment positif sur la région, qui est pas du tout une région touristique pour le coup. Et du coup, quand il s'est implanté là et qu'il a mis ça en place, ça a un vrai impact économique positif sur le. Ça a dynamisé la région sur le coin. C'est des emplois, voilà, absolument. Si ce n'est cette touche Isan que je retrouve, qui est une sorte de, je vais appeler ça un peu velouté et un côté un petit peu huileux. J'ai du mal à le décrire, mais la première fois que je l'ai décrit, j'ai trouvé un petit côté comme ça, et donc il reste maintenant pour moi. Mais c'est vrai que cette redistillation de Guillaume Ferroni apporte évidemment de la puissance, même si, contrairement, je pense, aux Nine Leaves, la puissance est super bien intégrée. Enfin, au nez, en tout cas, pour l'instant, on peut vraiment mettre le nez dedans sans souci. Et puis, un surcroît de fraîcheur. De fraîcheur, touche herbacée aussi, par ailleurs. Et du coup, ça le rend vraiment complet, on va dire, pour un blanc. Ça a encore coupé. Tu vas te faire chier au montage, toi, dis donc. C'est pas grave. Encore complet. Hein ? Ouais. Donc ça fait vraiment un profil complet sur ce rhum blanc. Parfois, les rhums blancs peuvent être un petit peu monodimensionnels, on va dire. Et parfois, ça peut être très bien. Si c'est juste une canne hyper fruitée, hyper gourmande, ça me plaît beaucoup. Mais là, on a une vraie complexité entre une canne qui
qui a plein de facettes. On va avoir autant cette canne gourmande que cette canne herbacée végétale, qu'une touche un peu fleurie, plus cette pâte Issan. Et du coup, l'ensemble donne vraiment quelque chose où on peut passer du temps dessus, quoi, pour l'analyser. Bon bah, chin. Prost. La puissance ressort un petit peu plus qu'au nez, mais pour nous autres qui sommes habitués à boire des rhums souvent agricoles ou AOC à 50, etc., celui-là est vraiment pas choquant du tout. Alors qu'à l'inverse, Nine Leaves qui est qu'à 50, pour le coup, est un tantinet plus agressif quand même à ce qu'on a l'habitude de boire à 50 degrés, par exemple. Ouais. Si je compare avec des agricoles maintenant. Mais ça reste très très huileux, très. La texture très est. Ouais. Une grosse texture derrière, effectivement. Très végétal, très végétal. On se demande d'ailleurs comment, d'une certaine manière, puisque on est vraiment à la fin, du process de créer du sucre et après revenir sur un truc. Et pourtant, il y a des notes végétales qui ressortent et je trouve ça juste impressionnant. Si ça se trouve, il n'utilise pas de l'eau, il utilise du jus de canne pour mouiller ses pains de sucre. Ce serait une idée. Ce serait une idée, ouais. On utilise l'eau du mont Fuji. Ouais. Moi aussi, texture qui enrobe bien toute la bouche, la langue. L'attaque est assez vive, mais elle chauffe pas trop. C'est vraiment bien foutu. On commence plus sur cette canne fruitée et riche, et au fur et à mesure qu'on le garde un peu dans la bouche, on retombe sur Issan. Donc il y a une évolution comme ça en bouche. Alors, est-ce que tu trouves réellement une différence supplémentaire amenée par la Dame Jeanne? Ça, il faudrait que je puisse goûter. Déguster le avant, après. En fait. C'est ça. Malgré tout, je me dis que ça peut avoir un par impact. Rapport au Issan classique. Là, on est à 57 degrés. Oui, et du coup, comme les 57 degrés passent vraiment très bien, je me demande si cette aération en Dame Jeanne va pas aider justement à ce que l'alcool s'intègre bien et chauffe moins. Ouais. Donc c'est peut-être cette idée-là, en effet, que peut apporter ce repos et ce vieillissement en Dame Jeanne. Pour finir, on retombe sur nos pattes, entre guillemets, sur la finale avec un peu le double à mi-chemin entre les deux trames, c'est-à-dire que on a cette canne fraîche qui est assez tonique, et puis on retombe en même temps après sur ce côté un peu plus que je disais huileux tout à l'heure, je pourrais presque dire un peu cireux. C'est pas un goût de cire, enfin j'ai bouffé de la cire, mais un côté un peu rassurant, un peu comme ça, englobant et qui fait plaisir, quoi. Donc ouais, on y retourne, quoi. Il faudrait que je l'essaye anti-punch, j'ai pas encore essayé. Ah bah c'est l'occasion. Bah ouais. Alors on arrive tout doucement à la fin de cet épisode. Pour ceux qui souhaiteraient te suivre éventuellement, ça se passe où? Ça se passe sur mon blog lesrhumsdelhomme-à-la-poussette.com. Et puis sinon, évidemment sur Facebook, j'ai une page Facebook Les Rhums de la Poussette, Instagram également. Tous les 15 jours le podcast, le singlecast, sur toutes les bonnes plateformes. Voilà. Même je crois qu'entre-temps, on est sur toutes les plateformes aujourd'hui. Tout du monde. Voilà. Tout du monde. J'ai découvert des plateformes grâce au podcast, en fait. Voilà, t'es allé sur le dark web, toi. Attention. Hein. Pas encore, mais presque. Ok. Attention. Ça m'étonnerait qu'on n'y soit pas, mais. Donc voilà, ouais, avec grand plaisir. Rhum Porter, très occasionnellement. Ça fait un petit moment que j'ai pas pu participer sur des salons. Dès qu'on pourra à nouveau faire des salons, quel bonheur. Bientôt, il devrait y avoir la Rhum Society numéro 2.
Exactement. Donc j'y serai au moins un des 2 week-ends, peut-être les 2, on va voir. Voilà. Et puis un petit projet dans les tuyaux, mais j'en parle pas pour l'instant. Oh, le suspense. Pas de problème. Suspense. En tout cas, je te remercie de bien avoir voulu participer à ce format. Et puis vous aussi, chers spectateurs, si ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager, cet épisode. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec un nouvel invité. Merci, bye bye. Bye tout le monde.